tous et à toutes, c'est Zadix de Jasp. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle émission que je vais faire. Cette émission s'appellera le vrac de connaissances. Ce sera une émission qui devrait durer, je pense, une vingtaine de minutes, au moins, peut-être, ça dépendra. Ce sera des émissions dans lesquelles je parlerai de personnages ou de moments célèbres, de moments de l'histoire qui se sont déroulés et qui sont assez célèbres. Dans chacune des vidéos, j'essaierai d'élargir un peu le sujet et de le rendre tout public. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Rasputin. Oui, Rasputin mérite une vidéo sur lui. Oui, puisque cet homme est considéré par beaucoup soit comme l'un des plus gros connards du monde, ou par d'autres comme une personne totalement respectable. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Rasputin. Rasputin est le 21 janvier 1869 en pleine Russie, dans la ville de Pokrovskoïe, en pleine Sibérie. D'ailleurs, le fait qu'il soit né en Sibérie joue un rôle, je pense, très important dans sa vie. Mais ça, je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Là, je suis un peu dans la merde. Pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce qu'en fait, très peu de personnes connaissent Rasputin. C'est pas qu'ils l'ont connu personnellement, mais c'est que très peu de personnes, en fait, ne connaissent la vie de Rasputin. Enfin, ils le connaissent, mais de nom, et le peu qu'ils ont entendu parler de cet homme, c'est en mal. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont entendu parler de Rasputin, mais genre, bon, bah Rasputin, c'est un connard. Mais c'est justement là que se pose le problème, c'est que Rasputin était, je pense, quelqu'un de bien, mais beaucoup de personnes disent que c'est un gros connard. Bon, je vais essayer un peu de vous raconter quand même pourquoi les gens disent que c'est un connard. Donc déjà, Rasputin, qui c'est? Rasputin se considère comme un religieux, ou plus précisément un pèlerin. Pour ceux qui ne le savent pas, le pèlerinage est un principe religieux qui consiste à marcher pour se purifier l'âme et l'esprit. En fait, non, je vais plutôt vous parler de l'enfance de Rasputin. Donc, comme je l'ai dit, Rasputin est né le 21 janvier 1869 à Pokrovskoïe, en Sibérie. Et à savoir, c'est que 10 jours avant sa naissance, donc le 10 janvier 1869, une météorite, une putain de météorite, est passée en haut de Pokrovskoïe. Et dans la légende russe, quand une météorite passe en haut d'un village, ça veut dire que ce village va subir des événements un peu universels et magiques. Et devinez qui c'est qui est né 10 jours après? Rasputin, XD. Et à partir de là, son enfance devient un peu mystérieuse. On sait juste que quand il était enfant, vers l'âge de 10-11 ans, il manifestait des dons de guérisseur et de prévoyant. Donc un prévoyant, c'est une personne qui peut voir l'avenir. Oui, donc pourquoi je dis que c'était un guérisseur? Simplement parce que ses parents étaient des fermiers. C'est-à-dire qu'ils avaient des chevaux, des cochons et des chèvres. Et Rasputin avait la faculté de pouvoir guérir les chevaux malades ou blessés. Et à partir de là, ça devient juste un peu le bordel dans sa vie, puisque bah il découvre la magie de l'alcool, et il boit comme un gros poivreau. Mais bon, c'est quelqu'un de bien, Rasputin. Alors il se dit qu'il faut qu'il se fasse pardonner. Donc il va à l'église, il prie de plus en plus et décide de se consacrer au pèlerinage. Et donc il pèlerine en plein milieu de la Sibérie. Et tout à l'heure je vous disais que le fait que Rasputin soit né à Pokrovskoïe en pleine Sibérie ait changé quelque chose à sa vie. Eh bien ça se comprend, puisque la Sibérie est l'une des plus grandes régions de Russie, et qu'elle est composée à 90% de forêts. Et c'est justement là, en Russie, que le pèlerinage est le plus développé. Et justement, lors de ces pèlerinages, il va faire la rencontre des personnages plutôt mystérieux. Enfin, je veux surtout dire qu'il a fait la rencontre d'une secte, les Clisty. Les Clisty, c'est une secte typiquement russe, un peu particulière. Je vais vous faire une petite description. Les Clisty, c'est une secte dont la philosophie est que pour lutter contre le péché, il faut pécher. Donc en gros, il faut faire l'amour, il faut boire de l'alcool, il faut potentiellement tuer des gens. Et puis comme ça, tout le monde ira bien dans le meilleur des mondes lors du jugement dernier. Mais bon, si les Clisty sont un peu uniques en tant que secte russe, c'est aussi parce qu'ils avaient un rituel assez particulier, qu'on appelle la bière de l'esprit. Là, vous le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. En fait, ce rituel consiste simplement à tournoyer sur soi-même, de façon à se bourrer la gueule. Vous savez, quand vous tournez sur vous-même, vous avez tendance un peu à voir flou, à avoir mal à la tête. Et ben, c'est comme ça que procédaient les Clisty. Et justement, ce qu'ils appelaient la bière de l'esprit, c'est que ça les rendait saouls. Et puis après, ils commençaient à faire des grosses orgies entre tous les membres. Ouais, c'est sympa. Et Rasputin a juste kiffé ce délire, ce pourquoi il a rejoint les Clisty immédiatement. Donc Rasputin continue de faire sa vie jusqu'au jour où sa vie est bouleversée, puisqu'il a une vision, puisque oui, Rasputin avait aussi des visions, dans laquelle il voit la Vierge Marie qui lui dit d'aller à Saint-Pétersbourg sauver le fils du tsar. Et donc il va voir Makary. Alors Makary, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, il s'agit en fait du moine de la ville de Pokrovskoïe. Du moine, enfin plutôt du sage de la ville de Pokrovskoïe. Il va le voir et Makary lui dit « Perds pas de temps, vas-y, c'est ta chance ». Et au printemps 1904, il arrive à Saint-Pétersbourg. Et une fois là, il demandera l'hospitalité à l'évêque Théophane, inspecteur de l'académie de la théologie de la capitale. Et Rasputin lui explique que son objectif est de rencontrer Nicolas II, car il trouve qu'il est trop occidentalisé et qu'il souhaite lui montrer ce qu'est réellement l'âme russe. Alors, je le rappelle, Nicolas II c'est le tsar de Russie, donc un peu le dirigeant de l'Empire russe, soit le plus grand pays du monde.
Et dans sa grande bonté, l'évêque Théophane le fait montrer à plusieurs nobles de la cour royale. Et Raspoutine s'en sort plutôt bien, puisque toutes les personnes à qui il sera montré ne diront que du bien de lui, et certains diront même que c'est un envoyé de Dieu. Et un jour, Alexandra Féodoronova, donc la femme du tsar, décide de le rencontrer. En même temps, elle ne pouvait que de l'inviter, puisque cette femme, donc Alexandra Féodoronova, appréciait énormément tous les mystiques, tous les moines errants. Dès que Raspoutine arrive au domicile royal, il va dans la chambre du prince héritier Alexis, qui était extrêmement malade, puisqu'il se révélait être atteint d'hémophilie, une maladie du sang. Alors Raspoutine commence à opérer, il met sa main sur le front de l'enfant cloué au lit car il est malade, et il commence à invoquer la Vierge Marie en lui demandant s'il peut soigner cet enfant. Et devinez quoi, le lendemain, l'enfant va beaucoup mieux, il sort, il voit le jour enfin pour de vrai, et Raspoutine est considéré comme un héros. Alors imaginez, mettez-vous un peu dans la tête du tsar et de la tsarine. Vous avez un gamin qui est cloîtré sur son lit depuis quasiment un mois et vous avez un mec qui arrive de nulle part qui soigne votre enfant. Donc c'est compréhensible que Raspoutine soit juste un peu le putain d'ami du tsar et de la tsarine. Mais ce que j'ai oublié de préciser, c'était que leur enfant, c'était un garçon. Et c'était le seul garçon qu'ils avaient. Et vous le savez, lorsque vous êtes un couple royal, bah c'est le garçon qui prend le trône plus tard. Et c'était le seul garçon. Et il était malade. Donc ils avaient des raisons d'être contents. Ce pourquoi, pour le remercier, le tsar et la tsarine décident de le nommer tsarets, c'est-à-dire un peu le conseiller du couple royal. Et il lui offre un appartement à Saint-Pétersbourg. Et là, justement, Raspoutine va pouvoir se faire connaître pour de vrai. Et puis là, Raspoutine est considéré un peu comme une star, puisque plein de personnes font la queue dans son appartement pour lui rendre visite, pour lui poser des questions, par exemple, je ne sais trop quoi. Et justement, Raspoutine apprécie énormément cela. Ce pourquoi il n'hésite pas à abuser un peu au niveau du cul avec ses patientes. Parce que oui, Raspoutine était aussi un putain d'obsédé sexuel. C'était un peu le pédobir russe du XXe siècle. Mais le pire, c'est que ces patientes avec qui il baise, hein, pour dire les choses clairement, c'est qu'elles apprécient ça. Et malheureusement, en 1914, la révolution russe explose. Et un autre truc qui est malheureux, c'est que le tsar Nicolas II est juste incompétent, c'est-à-dire qu'il ne sait pas gérer son pays. C'est pourquoi il fait appel à Raspoutine. Et donc Raspoutine arrive chez le tsar Nicolas II et il lui dit: si je meurs de la main d'un homme de la campagne, ton fils vivra et tu régneras. Cependant, si je meurs de la main d'un homme de la ville, ton fils mourra et tu ne régneras plus. Et quelques années plus tard, la famille royale s'est fait défoncer la gueule. Et Raspoutine par la même occasion. Et justement, parlons de la mort de Raspoutine. Au petit matin du 19 décembre 1916, le cadavre de Raspoutine est retrouvé sous le pont Petrovski. Et visiblement, il s'est fait ruer de coups de couteau et de balles. Une enquête sera menée, elle aboutira au fait que c'est le prince Félix Yusupov qui, avec l'aide du docteur Stanislas Lazover, qui auront tué Raspoutine. Et pourquoi me demanderez-vous? Eh bien simplement parce que Raspoutine, comme vous le savez, c'est un peu un privilégié du couple royal. Et le prince Félix Yusupov, c'était le mari de la nièce du tsar. Et il était un peu jaloux de cela. Ce pourquoi il prit la décision de le tuer sauvagement. Et donc, voici une petite reconstitution de la mort de Raspoutine. Tout commence une semaine avant la mort de Raspoutine, lorsque le prince Félix Yusupov envoie une lettre à Raspoutine en se faisant passer pour un admirateur qui désire le rencontrer. Et Raspoutine décide alors de venir chez le prince Félix Yusupov. Le rendez-vous a lieu dans une petite maison à la sortie de Saint-Pétersbourg. Raspoutine voit la maison et il fait la rencontre du docteur Stanislas Lazover, qui lui demande d'attendre avec lui dans le salon l'arrivée de Félix Yusupov qui est parti mais qui ne devrait pas tarder à arriver avant la fin de soirée. Avec Raspoutine, le docteur Stanislas Lazover discute et puis lui propose des gâteaux. Raspoutine, en tant que grand gourmand, il en prendra une dizaine. Mais ce que Raspoutine ne sait pas, c'est qu'il est censé y avoir de l'arsenic. L'arsenic est un des poisons les plus puissants. Et il est censé y avoir de l'arsenic dans ces gâteaux. Et à la grande surprise du docteur, Raspoutine ne montre aucun signe de faiblesse, puisque, je le rappelle, l'arsenic c'est quand même un des poisons les plus violents. Raspoutine ne se plaint d'aucun mal de tête, d'aucun mal de ventre. Le docteur n'en revient toujours pas. Et puis finalement, vers 22h, le prince Félix Yusupov rentre, et lui aussi il est extrêmement surpris de voir que Raspoutine n'est toujours pas mort. Ce pourquoi il passe devant Raspoutine, monte à l'étage,
et il l'appelle. Et le temps que Raspoutine monte, Félix Sousoupov prend le temps de prendre un pistolet, de le charger, et dès que Raspoutine entre dans la salle, il le crible de balles, en tout une dizaine, dont 2 dans les poumons et une dans le cœur. Mais il en faudra plus pour tuer Raspoutine, puisqu'entre-temps il réussit à, on va dire, ramper jusqu'à la sortie de la maison, et il va essayer de s'enfuir en se levant, tout en laissant plein de sang sur la neige. Mais Félix Sousoupov, c'est pas un gentil, donc il va prendre une barre de fer et venir frapper jusqu'à la mort Raspoutine, dont il récupérera le cadavre pour aller le jeter sous un pont. Et ça ne sera qu'une semaine plus tard que le corps de Raspoutine sera retrouvé. Et une autopsie du cadavre de Raspoutine démontrera qu'il était encore vivant lorsqu'il a été jeté dans l'eau. Parce que oui, il y avait un fleuve sous le pont sous lequel Raspoutine a été jeté. Mais ça ne règle pas tout. Vous allez peut-être me dire, mais comment ça se fait que Raspoutine était encore vivant après avoir mangé une dizaine de gâteaux bourrés d'arsenic? Eh bien en fait, n'allez pas chercher très loin, puisque Stanislas Lazover, le médecin qui était chargé de mettre de l'arsenic dans les gâteaux, n'en a tout simplement pas mis, puisqu'à la dernière seconde, il s'est rappelé du serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate est un serment que doivent prononcer tous les nouveaux médecins. Pour faire ça rapidement, c'est un serment qui dit qu'un médecin ne doit jamais tuer. Bref, voilà, j'en ai terminé avec la vie de Raspoutine, donc j'ai fait ça très rapidement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je pense que je vais refaire d'autres épisodes des vracs de connaissances. Voilà, maintenant vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Google+. Allez, au revoir.